Aujourd'hui, l'histoire que vous allez entendre se déroule à Valmont, en Normandie. Je m'appelle Chloé Dubois. J'ai 25 ans, et je suis la personne embarrassante de ma famille parce que je travaille de nuit dans une usine d'aliments surgelés à la périphérie d'une petite ville de Normandie. J'écris ceci comme une note pour mon futur moi, afin de ne jamais oublier le moment où ma mère a décidé que ma vie ne valait pas la peine qu'on s'en vante. Avez-vous déjà sacrifié ce que vous vouliez pour votre famille, pour finalement devenir la personne dont ils ont le plus honte? Pendant que mes frères et sœurs poursuivaient des diplômes et des carrières brillantes, je suis resté à Valmont, pointant à l'usine pour que nous puissions continuer à payer l'hypothèque après la mort de mon père. Ce n'était pas glamour, mais c'était un vrai travail. Je rentrais à la maison sentant le brûlé de congélation et les épices, les épaules endolories d'avoir soulevé des boîtes, mais au moins les factures étaient payées. Pour ma mère, cependant, mes bottes à embout d'acier et ma Charlotte signifiaient une chose, l'échec. J'entends encore sa voix lors de ce barbecue familial il y a quelques années, quand des parents m'ont demandé ce que je faisais de ma vie. Elle a vraiment ri et a dit, « Chloé prend un peu de temps pour se trouver. Elle est juste dans un endroit local pour l'instant. » Elle ne pouvait même pas prononcer le mot « usine ». Quand j'ai essayé d'expliquer que je faisais des heures supplémentaires pour nous maintenir à flot, elle m'a prise à part et a sifflé, « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme tes frères et sœurs? Ce travail est embarrassant. » J'ai avalé ça. L'humiliation, la colère, la façon dont les regards de tout le monde glissaient sur moi comme si j'étais un bruit de fond. Je me suis dit que ce n'était qu'une phase, que si je gardais la tête basse et travaillais assez dur, un jour elle me verrait différemment. Je n'avais aucune idée que la fête des mères approchait, et avec elle, un texto qui allait finalement me briser et tout changer. Avant que je vous dise exactement ce que ma mère a écrit dans ce message de la fête des mères et ce que j'ai fait après qui m'a fait disparaître de leur vie, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment, et d'où regardez-vous? Je suis vraiment curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. La fête des mères à Valmont sentait toujours l'herbe coupée et les fleurs bon marché du supermarché. À l'usine, ça sentait juste la poudre d'ail et le métal froid. J'étais en pause, assise sur une caisse renversée derrière le quai de chargement, faisant défiler mon téléphone avec des doigts engourdis. Je me suis dit que ça m'était égal de ne pas avoir de nouvelles de ma famille ce jour-là. J'ai menti. Mon écran s'est allumé avec une notification, discussion de groupe Famille Dubois. Ma poitrine s'est serrée une demi-seconde. J'ai imaginé ma mère envoyant « Je vous aime tous, même toi, Chloé ». Au lieu de ça, j'ai ouvert la discussion et j'ai vu un long message, soigneusement formulé. Dîner de la fête des mères, pour les enfants qui ont réussi seulement. Marc, le docteur Dubois, qui sauve des vies. Sophie, notre directrice créative, qui rend le monde plus beau. Lily, notre future avocate. Je suis si fier de mes enfants accomplis. Dîner à 18h30. J'ai hâte de vous célébrer. Elle a identifié Marc, Sophie et Lily. Mon nom n'était nulle part. Ni dans le message, ni même dans un cœur de pitié à la fin. Juste 3 noms. 3 enfants en or. Puis les réactions ont commencé à apparaître. Marc a envoyé un emoji de biceps contracté. Sophie a ajouté des étincelles et des cœurs. Lily a envoyé un visage heureux en pleurs et « J'ai hâte, maman ». J'ai fixé l'écran, rafraîchissant, attendant que quelqu'un remarque, que ma mère enchaîne avec un « Oh » et Chloé, aussi. Que l'un de mes frères et sœurs tape « Et Chloé ?» La bulle de saisie n'est jamais venue. La seule bulle que j'ai vue était mon propre reflet dans la partie noire de l'écran, les cheveux rentrés sous une casquette d'usine, les mains tachées par le brûlé de congélation, les yeux brûlants. Mon cœur battait la chamade dans mes oreilles. Ce n'était pas un simple oubli. C'était une annonce publique. Pour les enfants qui ont réussi seulement. Les mots sont devenus flous alors que les larmes montaient, mais je les relus encore et encore, chaque fois comme un coup de poing dans les côtes. J'ai senti ma gorge se nouer, cette piqûre chaude et humiliante que j'avais ressentie au barbecue quand elle avait esquivé le mot « usine ». Sauf que cette fois, elle n'a rien esquivé. Elle m'a effacé. Un moment plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Une notification distincte de maman. Un appel vidéo. Je l'ai regardé sonner, sa photo de contact souriante flottant en haut de mon écran comme un masque. Je savais exactement ce que ce serait, elle essayant de déformer le message, de me dire que je surréagissais si j'osais être blessé. Je l'ai laissé sonner, et finalement s'arrêter. Elle a texté juste après. J'espère que tu comprends. Ce soir, il s'agit juste de célébrer les réussites.
Tu sais que tu fais toujours partie de la famille. Toujours partie de la famille, juste pas assez digne de fierté pour être vu. Avez-vous déjà regardé votre propre mère taper une phrase qui prouve que vous n'êtes qu'une note de bas de page dans l'histoire de sa vie? Je n'ai pas répondu. Ni à son texto, ni à l'appel. Au lieu de cela, j'ai fixé le fil de message jusqu'à la fin de ma pause, puis j'ai glissé mon téléphone dans ma poche comme si j'enterrais quelque chose. Je suis retourné à la chaîne de production, mais mes mains bougeaient en pilote automatique. Dans ma tête, quelque chose s'est brisé, et autre chose quelque chose de plus froid s'est mis en place. Ils avaient clairement indiqué où je me situais. J'ai décidé qu'il était temps que je prenne ma propre décision. Le lendemain de la fête des mères, mon réveil a sonné à 4h30 du matin comme toujours. Mais pour la première fois, je ne me suis pas réveillé en me demandant comment rendre ma mère fière. Je me suis réveillé en me demandant pourquoi je lui avais donné ce pouvoir si longtemps. Ce soir-là, après mon service, je me suis assise à la petite table de cuisine de mon studio avec un carnet et un stylo. En haut de la page, j'ai écrit 2 colonnes, rester connecté à gauche, couper les ponts à droite. Cela semblait dramatique, mais j'avais besoin de le voir à l'encre. Sous rester connecté, j'ai écrit les vacances en famille. Peut-être qu'un jour elle m'acceptera. Ne pas être la mauvaise fille. Sous couper les ponts, plus d'humiliation. Plus d'attente pour une invitation qui ne vient jamais. De l'espace pour construire une vie selon mes propres termes. La paix. Le côté droit s'est rempli plus vite que le gauche. Pourtant, ma main planait au-dessus de la page. Qui coupe les ponts avec sa propre mère pour un texto? Cette voix dans ma tête ressemblait beaucoup à la sienne. Comme par hasard, mon téléphone a vibré. Des messages inondaient la discussion de famille. Des photos du dîner de la fête des mères. Ma mère souriant entre Marc dans sa blouse blanche et Sophie dans un blazer élégant. Lily dans une robe à fleurs tenant un bouquet. Des légendes comme « Maman mérite le meilleur ». Fière de cette famille. Sous une photo, ma mère avait commenté « Mes 3 étoiles brillantes ». Encore une fois, pas même une mention de la 4e. En dehors du groupe, un nouveau message est apparu de Marc, et « J'ai entendu que tu étais occupé hier. Maman a été un peu blessée. Tu sais, elle ne le pensait pas comme ça. Ne rends pas tout si dramatique. » Sophie en a ajouté un autre, l'année prochaine, essaie juste de te montrer plus avec tes trucs de carrière et elle t'inclura. Tu sais comment elle est. Personne n'a écrit que le message était déplacé. Le problème, apparemment, c'était moi. J'ai regardé leurs textos, puis ma liste de pour et de contre, et j'ai senti quelque chose se durcir en moi. Ils ne demandaient pas si j'allais bien. Ils me demandaient de l'avaler encore une fois pour que l'image de la famille reste lisse. J'ai ouvert la discussion de groupe, remonté jusqu'à « Dîner de la fête des mères », pour les enfants qui ont réussi seulement, j'ai pris une capture d'écran et l'ai enregistrée dans un album verrouillé. Pas pour en faire une obsession, mais comme un rappel reçu du moment où ma place dans la famille a été officialisée, optionnelle. Puis, avec des doigts tremblants, j'ai mis en sourdine la discussion de groupe pour 1 an. Après cela, j'ai ouvert la conversation de maman, j'ai maintenu mon pouce sur son nom et j'ai appuyé sur bloquer. Le système a demandé « Êtes-vous sûr ?» Pour une fois, je l'étais. J'ai aussi bloqué Marc et Sophie. J'ai hésité pour Lily, ma petite sœur qui avait grandi en regardant cette dynamique comme si c'était normal, mais je l'ai laissé débloquer pour l'instant. Ce soir-là, mon amie et collègue, Léa Garcia, est venue avec des plats à emporter. Elle a remarqué mes yeux rouges, le carnet ouvert, l'écran verrouillé de mon téléphone. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-elle demandé, s'asseyant en face de moi. J'ai glissé le carnet vers elle. Elle a lu les 2 colonnes, puis a levé les yeux. « Tu connais déjà ta réponse, Chloé. Tu l'as écrite. » Ma voix était à peine un murmure. « Est-ce que tu couperais les ponts avec ta propre famille s'ils ne voyaient jamais ta valeur? S'ils t'écrivaient littéralement hors de leur vie comme une faute de frappe? » Elle n'a pas hésité. « Je couperais les ponts avec quiconque me ferait me sentir plus petite intentionnellement, que ce soit du sang ou non. » À ce moment-là, quelque chose s'est apaisé. J'ai pris mon stylo, et en bas de la colonne de droite, j'ai écrit en majuscule « Je m'y choisis ». Le lendemain matin, je me suis réveillé avec les yeux gonflés mais une étrange légèreté dans la poitrine. Pour la première fois, la famille n'était pas automatique. C'était un choix, et j'en avais enfin fait un. Une fois le bruit de la discussion de groupe disparu, ma vie est devenue plus calme. Pas vide, juste plus calme.
Plus d'alertes constantes de célébrations auxquelles je n'étais pas invité. Plus de pics subtils enveloppés dans des « je plaisante ». Dans ce silence, j'ai entendu quelque chose que je n'avais pas entendu depuis des années, mes propres pensées. J'ai mis les bouchées doubles à l'usine, non pas pour prouver quelque chose à ma mère cette fois, mais pour me prouver quelque chose à moi-même. Lorsque ma responsable, Nathalie Lambert, a mentionné que l'entreprise rembourserait une partie des frais de scolarité pour des cours techniques, je ne l'ai pas ignoré comme d'habitude. Je me suis inscrite à des cours du soir à l'Institut technique de Valmont, sécurité industrielle, amélioration des processus, concept de base en ingénierie. Si je n'étais qu'une ouvrière d'usine, je serais du genre à connaître chaque centimètre de la ligne. Léa m'a rejointe pour l'un des cours, et nous sommes devenus ces personnes agaçantes qui s'assoient au premier rang, posent des questions et partagent des notes. Nous prenions un café au distributeur automatique, en riant du fait que nous étions trop fatigués pour être aussi ambitieuses. Mais à l'intérieur, quelque chose de nouveau grandissait, une fierté tranquille qui n'avait rien à voir avec un diplôme encadré et tout à voir avec le choix de mon propre chemin. Un mardi soir, je me dépêchais d'entrer dans le bâtiment, une pile de fiches d'exercice dans les bras, quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. « Chloé ?» C'était une petite voix, hésitante. Je me suis figé. Je me suis retourné et j'ai vu Lily debout près du panneau d'affichage, serrant un sac à dos. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné, et elle portait un sweat à capuche d'université. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression d'avoir été à la fois frappée et étreinte. « Lily ?» ai-je réussi à dire. Elle a hoché la tête, les yeux grands ouverts. « Je ne savais pas que tu suivais des cours ici. » J'ai dégluti. « Je ne savais pas que tu en suivais non plus. » Le silence s'est étiré. Puis elle a lâché, « Maman ne sait pas que je me suis inscrite à ce programme. Elle pense que je m'en tiens juste au truc de la fac de droit, mais je voulais voir ce qu'il y avait d'autre. » Voilà, une fissure dans l'image parfaite. Nous nous sommes assises sur un banc dans le couloir, nos genoux se touchant presque. « J'ai vu le message de la fête des mères, » dit-elle doucement. Je voulais dire quelque chose, mais Marc m'a dit de ne pas créer de problème. Je suis désolé, Chloé. Ces excuses m'ont frappé plus fort que le texto de ma mère. Ce n'était pas ton travail de réparer ça, ai-je dit, même si une partie de moi aurait souhaité qu'elle essaie. Lily a tortillé la sangle de son sac. Maman est bizarre depuis. Elle fait comme si tout allait bien, mais elle n'arrête pas de parler de toi. Pas en bien. Plutôt comme si elle était en colère que tu ne suives pas le chemin qu'elle avait prévu pour toi. Et maintenant que tu es parti, elle n'arrête pas de demander pourquoi tu surréagis. Elle a honte, mais elle ne l'admettrait jamais. Alors, elle a honte que j'ai honte, ai-je ricané. Ça colle. Lily m'a fait un sourire triste. Elle tient à toi, à sa manière tordue. Elle ne supporte juste pas que tu aies choisi quelque chose qu'elle ne respecte pas. Et maintenant, les gens à l'église n'arrêtent pas de demander pourquoi tu n'es jamais là. Elle déteste ne pas avoir de réponse qui la fasse bien paraître. Voilà. Le premier signe des conséquences. Ma disparition silencieuse chamboulait son histoire soigneusement construite. Lily a pris une inspiration. Tu me manques, mais aussi. Je comprends un peu pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Ma poitrine s'est serrée. Tu sais que tu n'es pas obligé de répéter son cycle, n'est-ce pas? Tu peux choisir ce que tu veux, même si ce n'est pas assez brillant pour la discussion de groupe. Elle a hoché lentement la tête. Est-ce que tu reviendras un jour au truc de famille? Cette question pesait lourdement entre nous. Quand le succès a finalement commencé à me trouver, ai-je dit prudemment, la première chose que j'ai ressentie n'était pas « j'ai hâte de le montrer à maman ». C'était le soulagement de ne plus rien lui devoir. Alors, je ne sais pas, Lily. En ce moment, j'ai plus besoin de distance que d'une place à cette table. Nous sommes restées silencieuses. Un professeur est passé, cherchant ses clés. Le couloir sentait les marqueurs effaçables à sec et la vieille moquette. Avant de nous séparer, Lily m'a serré la main. Pour ce que ça vaut, je pense que ce que tu fais est courageux. J'aimerais juste que maman puisse le voir. En entrant en classe, ma tête tournait. Le choix de ma mère avait déclenché une réaction en chaîne qu'elle ne pouvait pas contrôler. Son dîner, pour les enfants qui ont réussi seulement, lui avait coûté plus que la présence d'un enfant. Cela commençait à éroder la loyauté des autres. Je me suis demandé, quand vous commencez enfin à réussir selon vos propres termes,
retournez-vous vers les gens qui ont qualifié votre chemin de sans valeur? Ou continuez-vous à marcher sans regarder en arrière? Ma promotion est arrivée un jeudi au hasard. Nathalie m'a fait entrer dans son bureau, a fermé la porte et a dit « Chloé, tu surpasses la moitié des gens ici. Je te veux comme superviseur de ligne sur le nouveau projet de plat surgelé. Plus de salaire, plus de responsabilités. Tu es partante ?» J'étais stupéfaite. Il y a un an, si j'avais reçu cette nouvelle, ma première pensée aurait été « Maman va devoir s'en vanter ». Cette fois, ma première pensée a été « C'est moi qui ai fait ça. » Moi. J'ai accepté la promotion. Le nouveau rôle était intense, planifier les quarts de travail, gérer les pannes, apaiser les conflits d'équipe. Mais cela m'a donné quelque chose que je n'avais jamais vraiment eu auparavant, de l'autorité. Les gens se tournaient vers moi pour avoir des réponses. Ils me faisaient confiance. Et pas parce que j'avais un diplôme prestigieux, mais parce que j'avais été dans les tranchées avec eux. Pourtant, tard dans la nuit, de vieux doutes revenaient. Sans réfléchir, je déverrouillais mon téléphone et planais au-dessus du contact de ma mère, même s'il était bloqué. Où je faisais défiler des photos des réussites de mes frères et sœurs partagées par des connaissances communes. Mon estomac se tordait chaque fois que je voyais une publication sur « Si fier de mes enfants », avec 3 visages souriants et un 4e, mystérieux et invisible. Un week-end, après une spirale particulièrement étrange de trac sur les réseaux sociaux et de malédictions pour m'en soucier, j'ai ouvert l'application de notes sur mon téléphone et j'ai commencé à taper. Au début, c'était juste une diatribe sur le travail manuel et la façon dont les gens comme ma mère le traitaient comme un échec, mais plus j'écrivais, plus cela se transformait en quelque chose de plus grand. Quand j'ai fini, j'avais un long texte brut sur la dignité, la classe sociale et la façon dont les familles utilisent le succès comme une arme. Sur une impulsion, je l'ai copié sur un blog anonyme sur une plateforme dont Léa m'avait parlé. J'ai cliqué sur publier avant de pouvoir me raisonner, l'intitulant « Enfants qui ont réussi seulement, quand votre famille invite tout le monde sauf vous ». Je n'ai pas mis mon nom. Je n'ai pas mentionné de ville spécifique, mais j'ai décrit la discussion de groupe. La ligne exacte, dîner de la fête des mères, pour les enfants qui ont réussi seulement. J'ai décrit le sentiment de voir son nom disparaître de la phrase de sa propre mère. J'ai demandé, en plein milieu de l'article, votre estime de soi dépend-elle des personnes qui refusent de la voir, ou pouvez-vous apprendre à la construire quand même? Je m'attendais à ce que peut-être 3 personnes le lisent. Au lieu de cela, en une semaine, il a eu des milliers de vues. Les commentaires affluaient d'inconnus. Je pensais que j'étais la seule. Ma mère a fait quelque chose de similaire quand je suis devenue mécanicienne. Couper le contact a sauvé ma vie. La validation de personnes qui ne me connaissaient pas m'a touché d'une manière que le silence de ma mère n'a jamais pu. Léa a trouvé le blog et m'a envoyé un message. C'est toi, n'est-ce pas? Je suis fier de toi d'avoir dit la vérité. Puis quelque chose d'intéressant s'est produit. Une des amies de l'église de ma mère, quelqu'un que j'avais encore sur les réseaux sociaux, a partagé l'article sur sa page avec la légende « Cela m'a brisé le cœur. Parents, ne faites pas ça à vos enfants. » Le lendemain, une autre connaissance commune l'a partagé. L'histoire circulait dans les mêmes cercles que ma mère, et elle n'avait aucune idée qu'elle en était la méchante. Ou peut-être que si. Parce que quelques jours plus tard, un numéro inconnu a appelé mon téléphone. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Plus tard, j'ai écouté. C'était la voix de ma mère, tendue et serrée. « Chloé, c'est maman. » J'ai entendu parler de cette histoire qui circule en ligne. Les gens n'arrêtent pas de me l'envoyer, en disant que ça leur semble familier. J'espère que tu n'es impliqué dans rien qui donne une mauvaise image de notre famille. Nous devons parler. Rappelle-moi. Pas de « Est-ce que tu vas bien ?» Pas de « T'es-je blessé ?» Juste l'inquiétude pour son image. Je ne l'ai pas rappelé. J'ai gardé le message vocal, cependant. Un autre reçu. Alors que le blog continuait de circuler, Nathalie m'a prise à part au travail un jour. Et, question au hasard, dit-elle. J'ai lu cet article sur quelqu'un dont la mère l'a exclu d'un dîner de la fête des mères. L'auteur te ressemblait beaucoup. J'ai senti mes joues chauffer. Peut-être, ai-je dit prudemment. Elle a souri. Si c'était toi, sache que c'était puissant. Et quiconque peut diriger sur la ligne et écrire comme ça tu iras loin, Dubois. Ne laisse personne te dire le contraire. Ce soir-là, j'ai imprimé mon article de blog et la liste de pour et de contre de plusieurs mois auparavant.
Je les ai mis dans un dossier intitulé « Preuve que je ne suis pas folle ». Quand les doutes venaient, je l'ouvrais et me rappelais que j'avais le droit de définir ma propre valeur. Ma mère pouvait perdre le sommeil à cause de la perception publique si elle le voulait. J'en avais fini de perdre le sommeil à cause de son approbation. L'invitation à l'événement communautaire est venue par Léa. Ils organisent une soirée de contes en ville, dit-elle, agitant un dépliant sous mon nez pendant notre pause déjeuner. Le thème est quand la famille dépasse les limites. Tu dois le faire. Absolument pas, ai-je dit avec la bouche pleine de sandwich. C'est une chose d'écrire anonymement. C'en est une autre de se tenir sur une scène et de raconter à tout le monde le pire moment de ma mère. Léa a souri. Ou ton plus fort. Pense à toutes les personnes qui ont commenté ton blog. Et si elles étaient dans cette salle? Tu pourrais être la raison pour laquelle quelqu'un quitte enfin une situation toxique. L'idée s'est nichée dans mon cerveau et a refusé de partir. Une semaine plus tard, mon nom était sur la programmation de l'événement. Le soir de l'événement de conte, ma main tremblait si fort que j'ai failli laisser tomber le micro. La salle était un mélange d'inconnus. Certains en sweat à capuche, d'autres en tenue de ville décontractée, certains avec du maquillage strié de larmes comme s'ils avaient déjà entendu quelque chose qui les avait trop touchés. J'ai éclairci ma gorge et j'ai commencé avec la phrase que je savais qui ferait mouche. Ma mère m'a qualifiée d'embarrassante parce que j'ai choisi le travail en usine. Un murmure a parcouru la salle. Je leur ai parlé du barbecue, des explications évitées, du texto de la fête des mères. J'ai récité les mots exacts, regardant les visages grimacés pour les enfants qui ont réussi seulement. J'ai parlé de la liste de pour et de contre, des numéros bloqués, du blog, du message vocal où ma mère était plus inquiète pour sa réputation que pour mon cœur. Au milieu, j'ai fait une pause et j'ai posé la question qui m'avait autrefois anéanti. Avez-vous déjà regardé votre propre famille et réalisé que vous n'êtes aimé qu'à leurs conditions? Que leur amour disparaît au moment où vous cessez de les faire bien paraître? Des dizaines de personnes ont hoché la tête. Quelques-unes ont essuyé des larmes. C'était comme respirer sous l'eau toute ma vie et soudainement atteindre l'air. J'ai terminé avec ceci, je croyais que la famille était une dette que je devais. Que s'ils m'avaient donné la vie, je devais leur donner mon silence. Maintenant, je sais autre chose. Je peux aimer d'où je viens et quand même m'éloigner des parties qui me tuent. Quand je suis descendu de scène, des gens m'ont étreinte, m'ont remercié, m'ont raconté des bribes de leurs propres histoires. Une femme a murmuré, j'ai fait une capture d'écran du texto de ma mère le jour où elle m'a désinvité de Noël. T'entendre le dire à voix haute, je crois que je peux enfin arrêter de me sentir coupable. Dans le bus pour rentrer, j'ai fait défiler mon téléphone, et mon cœur s'est emballé. Mon article de blog avait été partagé par une page plus importante, quelqu'un avec des centaines de milliers d'abonnés, avec une légende, la mère des enfants qui ont réussi seulement est la raison pour laquelle tant d'entre nous sont en thérapie. Les commentaires étaient un champ de bataille, mais la plupart étaient du côté des enfants comme moi. Au milieu du fil de commentaires, j'ai vu un nom familier, Lily Dubois. Elle avait écrit, parfois, les enfants qui réussissent sont juste ceux qui ont appris à jouer un rôle. Les autres essaient juste de survivre. J'ai fixé son commentaire, me sentant à la fois fière et protectrice. Plus tard cette semaine-là, Lily m'a envoyé un texto directement. J'ai vu ton discours dans la story de quelqu'un. C'était toi, n'est-ce pas? J'ai confirmé. Après une longue pause, elle a répondu, maman l'a vu aussi. Elle ne le gère pas bien. Les gens à l'église parlent. Elle dit que tu étales les affaires de famille. Un temps. Mais honnêtement, peut-être que quelqu'un devait le faire. Savoir que mon histoire avait fissuré sa façade parfaite aurait dû ressembler à une vengeance bon marché. Au lieu de cela, cela ressemblait à un équilibre. Les actions entraînent des conséquences. Alors que j'étais allongé dans mon lit cette nuit-là, l'épuisement m'enveloppait, mais en dessous, il y avait quelque chose de plus doux. J'ai réalisé que j'avais construit une petite communauté, désordonnée et belle. Des gens du travail, des cours, de cet événement qui me voyaient. Sans diplôme, sans titre, juste moi. Peut-être que la famille ne devait pas signifier un ADN partagé. Peut-être que cela pouvait signifier une survie partagée. Où avez-vous trouvé votre famille choisie? Les gens qui vous ont fait vous sentir plus chez vous que votre propre maison ne l'a jamais fait? Quelques années se sont écoulées d'une manière qui ne semblait pas dramatique de l'intérieur. Il n'y a pas eu d'explosion unique, pas de grande dispute criarde. Juste une série de jours où je me suis réveillé,
suis allé au travail, et bien fait mon travail, et suis rentré dans un appartement calme qui s'est lentement rempli de signes d'une vie que j'avais choisie au lieu d'une vie qui m'avait été assignée. J'ai encore gravi les échelons à l'usine, cette fois dans un rôle qui m'amenait à voyager entre les usines, aidant d'autres superviseurs à réparer leurs lignes et à former leurs équipes. J'avais un ordinateur portable d'entreprise cabossé, une valise à moitié faite en permanence, et un calendrier qui ne tournait plus autour des vacances familiales. La liste de contacts de mon téléphone s'est raccourcie, mais mon monde s'est agrandi. J'ai continué à écrire, aussi. Le blog qui avait commencé comme un coup de gueule nocturne est devenu un endroit où les gens venaient régulièrement. Je publiais sur les limites, sur la culpabilité étrange qui accompagne le fait de dire non à ses propres parents, sur la fierté du travail manuel. Parfois, j'écrivais sur de petits moments au travail qui n'auraient rien signifié pour ma mère mais qui signifiaient tout pour moi, comme le jour où un nouvel employé m'a dit « Vous êtes la première patronne que j'ai jamais eue qui ne m'a pas parlé de haut ». Ce commentaire signifiait plus que toutes les félicitations forcées de mon ancienne vie. De temps en temps, j'obtenais des nouvelles de ma famille par d'autres personnes. Un collègue qui allait encore à l'église de ma mère mentionnait avoir entendu mon nom de famille dans une demande de prière. En ligne, je voyais mes frères et sœurs identifiés sur des photos sans moi. Lily et moi échangions des textos de temps en temps, en restant légères, sauf si l'une de nous avait une mauvaise journée et avait besoin que l'autre dise « Non, tu n'es pas folle ». C'est vraiment arrivé. Grâce à elle, j'ai appris que ma mère n'avait pas lâché l'affaire. L'article, le discours, la façon dont les gens en ligne se sont emparés de l'expression « pour les enfants qui ont réussi seulement », tout cela l'avait irritée. Elle détestait qu'il y ait un coin entier d'Internet où elle était un personnage et non l'auteur. Elle a changé d'église pendant un certain temps, puis y est retournée. Elle se plaignait que les gens la jugeaient, qu'ils ne comprenaient pas ce que c'était que d'élever des enfants de nos jours. Elle n'a jamais, à ma connaissance, dit « j'ai blessé ma fille et j'essaie de réparer les choses ». Puis la vie a fait ce qu'elle fait toujours. Elle a ajouté plus de pression. Ma mère a eu des problèmes de santé, du genre dont les gens chuchotent dans les allées des supermarchés, hypertension artérielle, stress, arrêt de travail, factures qui s'accumulent. La maison où j'ai grandi avait besoin de réparation. Au début, j'en ai entendu parler par bribes de la part de Lily, presque en s'excusant, comme si elle ne voulait pas que je pense qu'elle utilisait notre relation pour passer des messages. Puis un soir, alors que j'étais assise sur mon canapé avec ma valise à moitié faite pour un autre voyage, elle a appelé avec cette voix qui signifiait que quelque chose de grave s'était produit. « Maman veut ton numéro », dit-elle. Elle dit qu'elle a besoin de te parler. Je pouvais entendre à la façon dont elle l'a dit que ce n'était pas une question de sentiment. J'ai demandé pourquoi, même si je le savais déjà. Lily a soupiré. Elle a du retard dans ses paiements. Le toit fuit. Les factures d'hôpital sont élevées. Elle a entendu dire que tu te débrouilles bien maintenant que tu voyages pour le travail, que tu parles peut-être à des événements. Elle n'arrête pas de dire que si Chloé se souciait vraiment de la famille, elle interviendrait. C'était là, aussi clair que le jour. Pas de « tu me manques ». Pas de « je suis désolé pour ce texto ». Pas de « j'ai réfléchi à ce que je t'ai fait ». Juste, si elle s'en souciait, elle arrangerait ça. L'ancienne version de moi, celle qui était restée et avait pris des quarts de travail supplémentaires parce que je me sentais responsable de tout le monde, s'est enflammée une seconde. J'ai imaginé ma mère assise seule dans le salon, la maison sombre, les murs un peu plus fissurés que dans mes souvenirs. Je l'ai imaginé se plaindre à ses amis que sa fille l'avait abandonnée. La culpabilité est sournoise comme ça. Elle ne se soucie pas du nombre de fois où vous avez été blessé. Elle se soucie seulement que vous ayez été entraîné à répondre quand quelqu'un dit « famille ». J'ai pris une lente inspiration et j'ai demandé à Lily « Que penses-tu que je devrais faire ?» Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle a dit « Je pense que tu as déjà fait plus que quiconque ne le sait. Tu as maintenu les lumières allumées quand papa est mort. Tu es resté quand tout le monde est parti. Tu as payé pour des choses que tu ne pouvais même pas te permettre. » Maman n'a jamais compté tout ça quand elle a écrit ce texto de la fête des mères. Je ne pense pas que tu lui doives un sauvetage maintenant. Elle va te traiter de cruel pour ça, mais je ne pense pas que ce soit cruel. Je pense que ce sont juste les conséquences. Entendre ma petite sœur prononcer le mot « conséquence » à propos de notre mère, c'était comme entendre une porte se fermer dans ma tête, une porte qui était restée entr'ouverte pendant des années. Elle n'a pas claqué. Elle s'est juste fermée, doucement mais fermement. J'ai dit à Lily qu'elle pouvait donner un message à maman mais pas mon numéro.
Dis-lui que j'espère qu'elle prend soin de sa santé, ai-je dit. Dis-lui que j'espère qu'elle obtient l'aide dont elle a besoin et qu'elle mérite du soutien en tant que personne. Mais dis-lui aussi que je ne suis pas son plan de secours. Elle a choisi qui comptait quand elle était au sommet. Je ne vais pas prétendre que cela n'est jamais arrivé maintenant qu'elle a des difficultés. Lily a expiré comme si elle avait retenu son souffle. Elle va dire que tu lui as tout pris, a-t-elle prévenu. J'ai secoué la tête même si elle ne pouvait pas le voir. Elle a encore 3 enfants qui sont là pour elle. Elle a ses amis, son groupe d'église. Je ne lui ai pas tout pris. J'ai juste arrêté de la laisser tout me prendre. Quelques semaines plus tard, un petit paquet est arrivé à mon appartement. Pas d'adresse de retour, mais l'écriture sur l'étiquette était gravée dans ma mémoire depuis des années de bulletins d'autorisation signés et de notes autocollantes sur le réfrigérateur. À l'intérieur se trouvait une petite boîte à bijoux avec mes initiales datant de mon enfance et une lettre. La lettre était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre de la part de quelqu'un qui n'avait jamais appris à dire « je suis désolé » sans le tordre. Elle n'a jamais écrit ces 3 mots. Au lieu de cela, elle a écrit « je sais que je n'étais pas une mère parfaite, mais tu as mal compris tant de choses que j'ai essayé de faire. » Elle a écrit « je ne voulais que le meilleur pour toi. » Elle a écrit « tu m'as profondément blessé en prenant nos problèmes privés et en les rendant publics. » Les gens me regardent différemment maintenant. Je ne peux même pas m'asseoir à l'église sans me demander qui chuchote à propos de cette histoire. Et vers la fin, elle a écrit « après tout ce que j'ai fait pour toi, la moindre des choses serait de m'aider dans mon moment de besoin. » Cette phrase trônait sur la page comme un défi. Il fut un temps où j'aurais attrapé un stylo, l'aurais appelé, l'aurais supplié de voir mon point de vue, offert de l'argent que j'avais à peine. Cette fois, j'ai posé la lettre et j'ai fait autre chose. J'ai pris le même carnet qui contenait ma liste, resté connecté, et, coupé les ponts, celui avec mon blog imprimé et ma petite liste de victoires. Sur une page propre, j'ai écrit « Voici ce qui est réel ». Puis je me suis forcé à lister les faits, pas les sentiments. Je n'ai pas publié son nom. Je n'ai pas montré sa photo. J'ai raconté mon histoire d'une manière qui protégeait son identité plus qu'elle n'avait jamais protégé ma dignité. Je n'ai pas causé ses problèmes de santé. Je n'ai pas fait chuchoter les gens. Ses propres choix ont fait cela. J'ai passé des années à aider cette famille de manière que personne en dehors de la maison n'a jamais vu. Ce travail comptait, même si elle a prétendu que non. J'ai lu ces lignes à voix haute pour moi-même jusqu'à ce qu'elles semblent plus solides que la culpabilité. Puis j'ai pris sa lettre, les replié et les mise dans la boîte. Je ne l'ai pas jetée, mais je ne l'ai pas laissé dicter mon prochain mouvement non plus. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé d'argent. La seule chose que j'ai envoyée était un court texto par l'intermédiaire de Lily, qui a accepté de le transmettre mot pour mot. Il disait « J'espère que tu prends soin de ta santé et que tu trouves le soutien dont tu as besoin. Je ne suis pas en mesure de reprendre ce rôle. Je te souhaite la paix. » C'était tout. Pas de longues explications, pas de réouverture de vieilles blessures pour qu'elle puisse les piquer, juste une limite énoncée calmement comme la météo. Quelques jours plus tard, Lily a texté et a dit « Elle a pleuré, puis t'a traité d'ingrate, puis a dit à ses amis que tu l'avais abandonnée. Mais elle a aussi arrêté de demander ton numéro. Quelque chose en elle a semblé comprendre que tu étais sérieuse cette fois. Je ne prétendrai pas que c'était incroyable. Cela ne ressemblait pas à un tour de victoire. C'était lourd et triste et étrangement calme tout à la fois. Il y a une sorte de deuil qui vient avec le choix de sa propre paix plutôt qu'une relation que vous avez passé votre vie entière à essayer de réparer. Les gens aiment y mettre un joli ruban pour dire « et puis je n'y ai plus jamais pensé et tout était parfait ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. J'ai encore des nuits où l'idée d'une mère me manque plus que la personne elle-même. J'ai encore des flashs de mémoire, comme cette vieille vidéo de moi à 12 ans avec le gâteau de travers, qui me serre la poitrine. Mais ces sentiments n'annulent pas la réalité de ce qu'elle a fait. Ils me rendent juste humaine. Quelque temps après la lettre, j'ai écrit un dernier article pour le blog, du moins un dernier chapitre sur cette histoire spécifique. J'ai écrit sur le paquet, sur la lecture de ces mots et le choix de ne pas les laisser me ramener dans le même rôle. J'ai écrit sur le fait qu'il est possible d'espérer que quelqu'un aille mieux sans se porter volontaire pour être son remède. J'ai terminé avec quelque chose qui semblait être la chose la plus vraie que j'ai apprise. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même, et étrangement pour eux, est de sortir d'un rôle qui vous détruisait. L'amour ne signifie pas toujours l'accès. Le pardon ne signifie pas toujours la réunion.
La famille ne devrait pas être construite sur l'humiliation et la peur, mais sur le respect et le choix. Et vous êtes autorisé à construire une nouvelle définition de la famille avec des personnes qui n'ont pas besoin que vous saigniez pour prouver votre loyauté. Quand j'ai cliqué sur publier, je n'ai pas ressenti de triomphe. Je me suis senti terminé, comme si j'avais enfin raconté toute l'histoire. Pas seulement les parties qui me faisaient bien paraître ou mal paraître, mais les parties qui montraient à quel point c'était vraiment compliqué. Je suis sorti sur mon petit balcon cette nuit-là et j'ai regardé les lumières de l'usine au loin. Ce même bâtiment où j'avais lu un jour un message qui disait « Pour les enfants qui ont réussi seulement » et réalisé que je n'étais pas invité était devenu l'endroit où je m'étais finalement prouvé que mon succès n'avait pas besoin de son sceau d'approbation. Je porte toujours des bottes à embout d'acier. Je pointe toujours. J'ai encore de la graisse sous les ongles certains jours. Mais je n'entends plus sa voix dans ma tête chaque fois que je passe mon badge. À la place, j'entends la mienne, et parfois les voix d'amis, de collègues et d'inconnus qui disent « Merci d'avoir dit la vérité ». Alors, après tout ce que vous avez entendu, si vous étiez à ma place maintenant, avec un parent vous demandant de reprendre un rôle qui vous a autrefois écrasé, lui donneriez-vous ce qu'il demande et appelleriez-vous cela le pardon? Ou choisiriez-vous votre propre liberté et feriez-vous confiance au fait que vous n'êtes pas égoïste de vous mettre enfin en premier? Notre équipe est dédiée à la création d'histoires significatives et émotionnellement captivantes pour la chaîne Récits de revanche. Toutes les histoires sur cette chaîne sont purement fictives et sont créées pour offrir des leçons réfléchies et une valeur éducative positive à notre public. Chaque histoire explore des émotions réelles, des dynamiques familiales et des choix personnels pour aider les spectateurs à réfléchir sur l'empathie, l'estime de soi et les limites saines. À travers la narration fictive, nous visons à encourager la croissance émotionnelle, la résilience et une compréhension plus profonde des relations humaines. Notre objectif n'est pas de promouvoir les conflits, mais d'inspirer l'apprentissage et l'introspection à travers des récits puissants.